Les établissements scolaires en France sont des établissements publics locaux d'enseignement, EPLE. Ils sont établissements publics, tout d'abord, ce qui veut dire qu'ils obéissent à une politique qui est définie à un niveau supérieur à eux, qui est le niveau de l'académie, qui est le niveau national, avec l'action du ministère en charge de l'éducation nationale. En ce sens-là, les établissements disposent d'une autonomie que l'on peut qualifier de descendante. C'est le terme que nous avons utilisé dans le rapport des inspections générales sur l'autonomie des établissements. L'autonomie est descendante, pourquoi? Parce que les établissements ont des marges de manœuvre, des marges de liberté pour mettre en œuvre l'action académique, le projet académique et bien évidemment les différents éléments de la politique nationale. Les EPLE sont aussi des établissements publics locaux, c'est le L de l'acronyme EPLE, et étant locaux, ils disposent d'une autonomie ascendante qui veut dire qu'ils doivent être capables, ou en tout cas qu'ils ont les moyens, à partir d'une évaluation de leurs besoins, des besoins de leurs élèves, de définir un projet propre. L'autonomie, donc, est ascendante dans la mesure où elle part des besoins de l'établissement pour définir son action, pour définir sa politique, pour définir son projet. Pour pouvoir dire comment on peut conduire un projet d'établissement, je crois qu'il faut faire un petit retour en arrière historique sur l'émergence de la notion de projet d'établissement et puis ce que l'on pourrait qualifier d'affadissement de la notion de projet d'établissement. Incontestablement, le projet d'établissement et cette notion que l'on peut qualifier d'autonomie ascendante, elle est au cœur de la naissance de l'EPLE. Tous ceux qui ont travaillé à l'élaboration des différentes lois de décentralisation qui ont conduit à créer juridiquement l'objet EPLE, à écrire le décret du 30 août 1985, croyaient dans la notion de projet d'établissement. Et s'il fallait hiérarchiser les différentes composantes de l'acronyme EPLE, incontestablement la dimension locale était première. Ce qui n'est pas illogique puisque l'EPLE, on le sait, découle de l'adoption de lois de décentralisation. Donc ce qui est vraiment à l'origine de la constitution des établissements publics tels que nous les connaissons aujourd'hui dans le second degré, c'est cette volonté de donner le pouvoir au plus près du terrain. Donc, dans le décret du 30 août 1985, il est dit ce que sont les domaines d'autonomie de l'établissement. La loi d'orientation de 1989 installe la notion de projet d'établissement. Et donc, nous avons un objet dont les établissements ont pu plus ou moins se saisir. Ce que l'on a observé sur le terrain aujourd'hui, donc un certain nombre d'années après, au cours des visites qui ont été faites au cours de l'année scolaire 2018-2019, c'est que on constate peu de projets d'établissement qui soient la déclinaison d'une autonomie véritablement ascendante, à savoir un établissement qui fait le diagnostic de ses propres besoins et qui, à partir de là, élabore de façon collective, concertée, une politique d'établissement. Les facteurs y sont nombreux. Peut-être des réflexions à avoir en matière d'articulation entre la politique nationale, la politique académique et la politique d'établissement. Force est de constater, et ce n'est pas un jugement de valeur, puisque c'est quelque chose qu'on observe depuis de très nombreuses années, voire dizaines d'années, c'est que l'établissement est plus vu par la hiérarchie, l'administration de l'éducation nationale dans laquelle je peux me ranger, comme le lieu de mise en œuvre plutôt que le lieu dans lequel va naître l'innovation et l'expérimentation. On sait que notre système éducatif a des défis qu'il doit relever, c'est l'une des vertus essentielles des enquêtes PISA. À ce titre-là, des réformes sont mises en place. Tous les ministres, tous les recteurs savent que le lieu de la mise en place, c'est l'établissement scolaire, et donc on attend de lui qu'il mette en œuvre des réformes qui ont été définies. De fait, sans qu'il y ait eu cette volonté, mais de fait, l'autonomie descendante a pris le pas sur l'autonomie ascendante.
Dans nos différentes visites d'établissement, nous avons pu observer quelles sont les conditions les plus favorables, quels sont les facteurs les plus favorables à l'existence de politiques d'établissement, de projets d'établissement qui répondent au souhait d'une autonomie ascendante. Parmi ces différents facteurs, et on va retrouver d'ailleurs les éléments qui font l'efficacité des établissements scolaires, il y a le fait qu'il y a à la tête de l'établissement un chef qui assume son rôle de pilote pédagogique. Alors, ce n'est pas facile d'être pilote pédagogique dans la culture de nos établissements scolaires, dans la mesure où, même si ces termes sont censés avoir disparu depuis bien longtemps, la direction de l'établissement n'est pas dénommée direction par la plupart des personnels, mais dénommée administration. C'est la fameuse coupure entre l'administration et la pédagogie qui est à l'origine de la constitution à la fois de nos corps de fonctionnaires de l'éducation nationale et de la structuration des établissements scolaires. Cette coupure, elle est culturelle, elle existe toujours. Par conséquent, être un véritable pilote pédagogique pour un chef d'établissement, cela nécessite de pouvoir imposer cette idée. Et on peut imposer cette idée de façon simple, déjà en utilisant tous les leviers qu'offre le décret du 30 août 1985, parce que les leviers sont nombreux. J'en cite quelques-uns. La constitution des classes. La constitution des classes est un acte éminemment pédagogique. La composition des équipes pédagogiques, la désignation des professeurs principaux, l'animation des différentes instances, le conseil d'administration bien sûr, mais en amont, le conseil pédagogique, le conseil de la vie lycéenne ou le conseil de la vie collégienne, l'implication dans la présence lors des conseils d'enseignement, la participation lorsque les inspecteurs pédagogiques sont dans l'établissement aux inspections ou aux rendez-vous de carrière, aux entretiens avec les personnels, ce sont autant d'occasions pour que le chef d'établissement se saisisse de son rôle de pilote pédagogique. Il peut aussi lancer des discussions et des thèmes de travail sur ce sujet-là. Pensons à l'évaluation des élèves. Aujourd'hui, dans le cadre du collège, les enseignants doivent décider des modalités d'évaluation des élèves. Puisqu'en sixième, en principe, en tout cas c'est ce qui est préconisé, il n'y aurait pas dans la poursuite de l'école élémentaire, il n'y aurait pas d'évaluation chiffrée, mais des positionnements selon le degré de maîtrise des différents domaines du socle commun. Et puis ensuite, lors du cycle 4, il y a la possibilité soit d'utiliser une notation chiffrée, soit à nouveau de poursuivre le positionnement sur un degré de maîtrise du socle commun. Soit le chef d'établissement laisse les équipes pédagogiques des différentes classes choisir les modalités, soit alors il lance une grande discussion qui aboutira à une politique d'établissement dont il faudra ensuite étudier les effets pendant 3 ans, 4 ans sur la réussite des élèves, et puis à partir de là peut-être se poser la question de la poursuite du système mis en place ou de son évolution. Autre terrain facilement utilisable par beaucoup de chefs d'établissement, toujours dans le domaine des évaluations, c'est faut-il faire des évaluations communes? Alors, évaluation commune lors d'un DNB blanc, lors d'un bac blanc, ou alors beaucoup plus couramment. Ce qui veut dire dans ce cas-là que les enseignants accepteront de créer des progressions communes dans leurs différentes disciplines. Par tous ces biais-là, le chef d'établissement peut prendre sa place de pilote pédagogique tout en restant à sa place de chef d'établissement et non pas en tant que celui qui aurait toutes les compétences sur la didactique de toutes les disciplines, ce qui bien sûr est totalement irréalisable et puis qui n'aurait pas d'intérêt. Donc la première condition, parce qu'un projet d'établissement véritable, c'est un projet de nature pédagogique, c'est un chef d'établissement qui investisse ce rôle pédagogique. Deuxième condition, c'est que l'on parle de l'essentiel, autrement dit de ce qui se passe dans la classe. On a vu de mauvais, si je peux m'exprimer ainsi, projets d'établissement. Un mauvais projet d'établissement, c'est une somme de micro-projets sur des éléments accessoires aux apprentissages des élèves. Je ne suis pas en train de dire que les détours pédagogiques ne peuvent pas être utiles, ils peuvent être utiles,
mais à condition qu'il soit au service d'une véritable stratégie. Et donc, un projet d'établissement doit être centré sur l'essentiel, à savoir ce que les élèves apprennent, comment ils progressent. C'est une autre condition. Nous avons vu parmi les conditions aussi la capacité du travail collectif. Ce travail collectif, il dépend certainement de la personnalité du chef d'établissement. Mais il dépend aussi de sa capacité à s'appuyer sur des relais. Nous sommes dans un système dans l'éducation nationale avec beaucoup d'agents, hein, 1 million d'agents, mais très peu d'échelons hiérarchiques. Un ministre, 30 recteurs, une centaine de directeurs académiques des services de l'éducation nationale, et puis ensuite, on va dire 7500 chefs d'établissement, et puis tout de suite, les enseignants dans les classes. Donc très peu d'échelons hiérarchiques. Il ne s'agit pas de penser à créer d'autres échelons hiérarchiques, je le précise de suite. En revanche, il s'agit de pouvoir s'appuyer sur des personnes capables d'animer, aux côtés du chef d'établissement, un travail collectif. Et ces personnes ont des statuts qui existent aujourd'hui, mais encore faut-il les utiliser pour cette animation. Je pense aux professeurs principaux, je pense aux professeurs coordonnateurs. Des établissements ont mis en place aussi des professeurs coordonnateurs de niveau qui vont coordonner la réflexion pédagogique au niveau en collège 6e, 5e, 4e, 3e ou au lycée, donc sur les classes de lycée. Le fait de pouvoir s'appuyer sur donc des personnes, j'aurais pu citer aussi les différents référents qui sont dans l'établissement, de s'appuyer sur des personnes qui vont animer le travail collectif au sein de petits groupes, équipes pédagogiques, équipes disciplinaires, équipes de projet, c'est aussi une condition favorable. Je citerai encore au moins une condition favorable, c'est le fait de considérer que l'autonomie ne se pose pas qu'au moment du conseil d'administration du mois de janvier et du mois de février, quand on va discuter la répartition, la dotation horaire globale. Les moyens d'enseignement, c'est quelque chose d'important. Mais limiter l'autonomie à la répartition d'un certain nombre d'heures d'enseignement, ce serait faire fausse route, parce que cela voudrait dire que l'on oublie l'essentiel, à savoir le fonctionnement ordinaire de la classe. Et toute la réflexion dans l'établissement sur l'autonomie, la capacité d'agir de l'établissement doit porter sur le fonctionnement ordinaire et quotidien de ce qui se passe dans la classe.